FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Voilà, Monsieur Barry est dans nos studios. Bonjour, Monsieur Barry. Bonjour, Monsieur Diallo. Bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans cette émission. Merci. Ouais, pour commencer, Akumba Diallo. Oui, Monsieur Barry, le secteur minier guinéen, comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Comment est-ce que vous l'analysez, vous qui êtes en train de faire un doctorat sur les politiques de développement international? Quel est votre regard sur le secteur minier d'aujourd'hui avant même d'arriver au cas spécifique? Le secteur minier guinéen, on va partir de la date du 5 septembre pour en fait porter un regard sur les différentes décisions, en tout cas les différentes réformes envisagées. Il fait couler beaucoup d'encre parce que depuis le 5 septembre, on n'a pas une lecture claire sur les réformes envisagées. On a des coups d'éclat, des décisions prises parfois qui provoquent, en tout cas qui dégagent des conséquences très difficiles pour les entreprises minières. Donc on n'a pas une lecture claire sur le cap où nous voulons aller avec le CNRD. Quels sont les cas pratiques, par exemple, des coups d'éclat, des décisions coups d'éclat, comme vous le dites? Oui, par exemple, la question des raffineries. On l'avait tantôt dit dans une de nos émissions ici. C'était pratiquement impossible d'obliger les entreprises minières, au bout de quelques mois, à mettre en place les raffineries à défaut de les fermer. C'était pratiquement impossible et les résultats ont montré que cette décision n'était pas applicable. Et la dernière décision quand même, qui est une très bonne décision, mais qui va souffrir d'application, c'est le prix de référence de la bauxite. Bien. Voilà. Et ça, c'est pas une première en Guinée. On avait déjà une tentative par le passé avec le régime de Sékou Touré. Où en est cette injonction pour les sociétés minières de passer rapidement à des raffineries? Parce qu'elles avaient été convoquées, elles avaient été relancées, on leur avait donné une deadline. Où en est-on par rapport à cette décision? On n'a aucune information sur la suite de cette décision, mais on pense qu'elle a été abandonnée au niveau du gouvernement. Parce que pour le moment, aucune entreprise, on a appris entre-temps qu'il y avait une entreprise qui avait déposé un projet de raffinerie. Et même une société s'est revenue en Guinée avec un projet de raffinerie à base d'hydrogène. Tout ça, on a appris dans la presse, mais pour le moment, on n'a aucune information sur véritablement des entreprises qui sont en phase d'entrée dans la transformation en alumine. Moi, je voudrais qu'on revienne sur le projet Simandou. On sait qu'un accord a été trouvé, notamment sur les 15% aujourd'hui. Où en est-on aujourd'hui dans l'application de cet accord? Est-ce que le comité qui a été mis sur place travaille en ce moment dans l'intérêt du peuple de Guinée? Oui, ces 15%, vous savez, il y a eu beaucoup de non-dits dans ce projet ce projet de Simandou. D'abord, les premières informations données par le ministre des Mines n'étaient pas tout à fait vraies. La Guinée quand même avait acquis 15% dans ce projet dès le départ. Ensuite, ce qui était très nouveau et que tout le monde sait, c'est l'acquisition de nouveaux 15% au niveau des projets d'infrastructure. Sauf que on ne nous dit pas combien cela allait rapporter à la Guinée plus tard. Parce que c'est bien d'acquérir 15%. Mais est-ce que cela peut générer des dividendes? D'autant que le code minier offrait à la Guinée des possibilités de transformer cette participation en taxe sur l'extraction des ressources minières. Bien. Parce que c'était une possibilité. Et là, c'était une taxe qu'on peut directement percevoir à partir de l'extraction même du minerai sans attendre la vente et puis récupérer des dividendes. C'était une possibilité. Et donc, au niveau du Simandou, il y a aussi une forte dimension géopolitique. On l'a compris. Parce que là, la Chine, qui aujourd'hui dépend essentiellement de la bauxite guinéenne à hauteur de 57%, s'est sentie complètement abandonné à un moment donné par le pouvoir en place, puisqu'il y a eu des décisions qui ont conduit à l'arrêt des activités. Et on a vu aussi Rio Tinto revenir en force et voire même faire appel à des chancelleries occidentales pour venir aux rescousse. Donc c'était vraiment un conflit sur fond de géopolitique, de tensions géopolitiques entre la Chine et le monde occidental qui sont répercutés dans le projet. Ensuite, c'est un problème qui a réglé en moitié des problèmes globaux. Vous savez, ce corridor, on a une dizaine d'entreprises en développement dans la zone. Absolument. On a d'abord l'ancien projet Mifergui Nimba, qu'on appelle maintenant Société des minerais de fer Nimba, qui est en train de négocier avec le Libéria pour sortir son minerai de fer. Mais en même temps, qui envoie une sorte d'alerte parce qu'on nous dit qu'elle pourrait fermer. Qui se trouve dans la zone et qui aurait pu être intégré dans le projet. D'accord. On a un autre projet du côté de Mamoun Kindia avec la Société des bauxites de Guinée. On a d'autres projets vers Fourkaya qui ont été exclus dans ces négociations et qui auraient pu en fait faire un paquet global. C'est-à-dire toutes ces sociétés... Donc la démarche n'intègre pas en tout cas
tous ces projets? Non, pour le moment, ces projets n'ont pas été pris en compte dans les négociations. Et donc, c'est des sociétés qui vont se retrouver en difficulté d'évacuation de leurs minéraux. Sans oublier le projet d'Aboula-Tougué, qui est un projet vieux de 90, qui n'arrive pas à voir le jour faute d'infrastructures d'évacuation des minéraux du côté de Daboula et de Tougué. Donc tous ces projets ont été ignorés dans ces négociations. On aurait pu faire un paquet global pour résoudre définitivement cette question des infrastructures dans le corridor du sud et sud-ouest de la Guinée. Alors, vous oui. disiez à l'entame que du 5 septembre à nos jours, vous n'aviez aucune lisibilité par rapport au secteur minier guinéen. Ma question est de savoir, justement, est-ce que vous en aviez quand même sur les défis qui s'imposent à ce secteur dans notre pays? Oui, les défis sont énormes. D'abord, le secteur minier est confronté à un problème structurel lié même à notre économie. C'est un problème qui n'a pas pu être résolu pendant les 10 années du régime de Alpha Condé. Puisque quand vous prenez les investissements miniers en Guinée, ils ont été énormes pendant les 10 années de Alpha. C'est près de 6 milliards de dollars qui ont été injectés dans le secteur minier. Mais on n'a pas une capacité d'absorption de ces montants. C'est-à-dire quand vous investissez à peu près 100 dollars dans un pays à économie fragile comme la Guinée, le pays n'absorbe que 20 dollars. Bien. Les 80 autres dollars retournent à l'étranger. Donc on a ce problème structurel même lié à notre économie. Vous entendez des investissements énormes dans le secteur minier, mais on a une capacité d'absorption très faible. Et si cela s'expliquerait par le manque, par exemple, dans le secteur bauxitique de raffinerie ou dans les mineries en Guinée? Non, ça c'est en aval. Ça c'est en aval. Il y a d'abord un problème en amont. C'est d'abord la fourniture de ces entreprises minières en matériel dont elles ont besoin. Parfois même en fourniture de denrées de base. C'est des prestations que la Guinée ne dispose pas, ou bien des fournitures en biens et services que notre économie ne dispose pas et que les entreprises sont obligées de faire appel à l'extérieur. Et c'est beaucoup de millions de dollars. Même en termes d'expertise humaine, parce qu'on voit beaucoup d'étrangers chinois notamment qui sont utilisés à des fonctions dont certains pensent qu'elles auraient pu être ces fonctions occupées par des Guinéens. Oui, mais en fait, quand on se réfère aux statistiques sur les emplois, le nombre d'expatriés aujourd'hui est très faible. Globalement pris par rapport à l'ensemble des employés dans le secteur minier. C'est assez faible. Mais le problème, c'est au niveau des entreprises sous-traitantes qui absorbent énormément de montants. Quand vous prenez la CBG, depuis 1973, elle est encore sous assistance technique de Alcoa, qui est un des actionnaires majoritaires. Et c'est beaucoup d'argent que l'entreprise paye à Alcoa pour le maintien technique de l'usine et un certain nombre de services techniques du côté de Kamsar et de Sangaredi. Donc, c'est des prestations qui manquent à la Guinée qui font qu'on n'arrive pas à capter une partie de ces investissements miniers. La deuxième difficulté, c'est au niveau des politiques redistributives des revenus miniers. C'est-à-dire, la Guinée peut absorber une partie des revenus miniers, notamment en termes de taxes, en termes d'impôts payés, mais il faudra en retour mettre en place des politiques de ruissellement de ces revenus vers les populations. Absolument. On a des outils qui ont été mis en place, à savoir l'ANAFIC et le FODEL, mais des outils qui ont été grippés par leur politisation sur le terrain. Et donc, qui font qu'on n'a pas un impact réellement visible sur les communautés. D'ailleurs, qui explique souvent cette recrudescence des violences dans ces zones minières. Donc, et on a des défis à la fois structurels, mais des défis institutionnels dans la gouvernance minière. Mais ensuite, il y a aussi le défi environnemental. Parce que quand vous prenez une zone comme Boké, ces 10 dernières années, c'est près de 40 000 hectares de terre qui ont été dégradés dans cette zone. Et ça, c'est des rapports du PACSEM. C'est un projet de la Banque mondiale. Donc, ce qui veut dire que dans quelques années, ce sont des communautés qui non seulement vont se retrouver en perte de l'essentiel de leur mode de subsistance, qui est la terre quand même. Absolument, pour l'agriculture. Voilà. Et en retour, aucune politique n'est là pour les permettre de survivre à l'après-mine. Parce que ça, il faut penser à cet enjeu. Dans quelques années, les mines vont fermer. Et si dès maintenant, on n'a pas une vision stratégique sur comment ces communautés vont vivre quelques années après les mines, ça va être vraiment des situations difficiles à vivre. D'autant plus qu'il y a eu des pays qui ont fait près de 100 ans d'exploitation minière et qu'un beau matin, ils ont fermé les mines. C'est comme le cas de la France. Bien, oui, Emmanuel. J'ai bien envie de comprendre un peu la question liée au prix de référence de la bauxite, notamment, qui a été fixé récemment par l'État. Vous avez dit que c'est une mesure qui va rapporter beaucoup d'argent à l'État guinéen, mais qui pose des problèmes aux entreprises minières. Dites-nous, en quoi est-ce que c'est un problème pour les entreprises et est-ce que ça peut se présenter finalement comme une menace pour le secteur?
D'abord, j'ai vu un montant que vous avez cité avec le site Financial Afrique. C'est un montant en fait qui a été agrégé. Plus d'1 milliard. Non, c'est pas un montant net que la Guinée va capter en mettant en application le prix. D'accord. C'est-à-dire, ils ont regardé le manque à gagner. Ça, c'est les services fiscaux du ministère des Mines qui ont dit qu'actuellement nous perdons autour de 350 millions de dollars par an, du fait des prix de transfert. Et quand vous ajoutez ce montant à ce qu'on gagne actuellement de façon nette, c'est-à-dire autour de 554 millions de dollars, on se retrouverait à peu près à 1 milliard globalement de revenus. Donc ce n'est pas les 1 milliard qu'on gagnait d'un seul coup, mais c'est le manque à gagner plus ce qu'on gagne actuellement qui donnerait les 1 milliard. Ensuite, le problème de ce prix, c'est que ce prix est adossé à un index qui est fait par le groupe CM, un groupe australien, pour la bauxite chinoise. C'est-à-dire, il y a 3 types de bauxite qui arrivent en Chine. Il y a la bauxite guinéenne, la bauxite australienne et indonésienne. Pour chacune de ces bauxites, un index a été créé pour avoir plus ou moins un prix de référence. Bien. Et pour ce qui concerne, en fait, l'index s'appelle CBIX. C'est du côté de la Chine. Pour la bauxite qui arrive de la Guinée, ils ont fixé par exemple un certain nombre de paramètres physico-chimiques. C'est-à-dire la bauxite doit avoir minimum 50% d'alumine, 5% du taux de silice et 10% du taux d'humidité. Bien. Et donc c'est sur cette base-là, ils ont repris carrément la formule de CIBIX qu'on va essayer maintenant d'appliquer aux entreprises minières, mais c'est lors du calcul des obligations fiscales. C'est-à-dire c'est en fin d'année, lorsque le service des impôts vont vouloir calculer le taux d'imposition des entreprises minières à travers le chiffre d'affaires, les services des impôts vont appliquer le prix de CBIX. Aujourd'hui, vous êtes autour de 49 $ de ce prix. C'est quand même très loin des prix pratiqués par un certain nombre d'entreprises en Guinée. Bien. Que, voilà, c'est très très loin quand Ils sont même. loin, justement, ils sont en à combien? retard, en avance. Non, le prix de 49% de CBIX, quand même, qui est le prix CIF, c'est-à-dire le prix pratiqué une fois la bauxite arrivée sur le port de Shandong, par exemple, en Chine. Donc, ce prix est déduit des frais, des coûts de fret, c'est-à-dire du port guinéen jusqu'au port de la Chine. Donc, c'est la différence là qui va représenter le prix appliqué au niveau de l'entreprise. Quand vous regardez l'arrêté conjoint, la formule est mise en place et dans cette formule, c'est le prix CIF moins les coûts de fret, plus les variations maintenant du taux de silice et d'alumine. Donc c'est ce prix qui va être appliqué aux entreprises minières pour calculer le chiffre d'affaires. Sauf qu'il y a 2 difficultés. La première difficulté, c'est que déjà, on a les taxes d'extraction qui sont appliquées aux entreprises minières avec un autre indice qui est le LME. Le London Metal Exchange. Exchange. Metal Exchange, ça c'est la bourse de l'aluminium. Donc ça déjà en amont, on applique un indice qui est coté à Londres aux entreprises minières. Maintenant, après la vente, on va les appliquer notre indice qui est appliqué en Chine. Donc, ça fait déjà 2 indices sur le même produit. Bien. Ça, c'est un premier niveau une problématique de difficulté. Et deuxièmement, ce n'est pas toutes les entreprises qui vendent en Chine. On parle quand même, on a entendu par exemple le ministère des Mines dire que 80% de la bauxite guinéenne est vendue en Chine. Mais n'oublions pas que CBG ne vend pas. Tout dernièrement, elle a acquis quelques contrats en Chine. Mais l'essentiel de la bauxite de CBG est acheté par Alcoa. Ça, c'est un Américain. On a d'autres. On a par exemple d'autres sociétés indiennes. On a le Rusal aussi qui est là en Guinée, qui ne vend pas sa bauxite en Chine. Donc, est-ce qu'on va appliquer un indice donc ce prix de référence ne concerne que la bauxite exportée vers la Chine. Le conseil fiscal nous a dit ici qu'elle s'applique à toutes les entreprises minières, même si elles ne vendent pas en Chine. Et ça, on se demande comment elles vont le faire, mais c'est difficile à ce niveau. Et même pour ajouter, il faudra préciser que les prix au niveau des Alcoa sont plus viables que les prix appliqués en Chine. Oui, parce que c'est 35 $ contre 12 $. Voilà. En plus, Alcoa a des contrats à long terme, des contrats qui peuvent s'étaler sur des années. Vous voulez dire que la bauxite exportée en Chine est vendue 12 $ pour certaines sociétés? Non, vous avez vu, il y a eu un article d'Afrique 21 qui a dit qu'une fois que SMB déclare le prix de sa bauxite en Guinée à 12 $ la tonne, contre 35 $ par rapport à CBG. Il y a aussi cette rencontre tenue en début de semaine entre les acteurs du secteur minier et le Premier ministre chef du gouvernement. On a tous suivi les engagements, le discours tenu par Dr Bernard Goumou qui rassure un peu les investisseurs
l'heure, la définition d'un cadre favorable à l'investissement dans le secteur minier. Comment vous voyez ces échanges? Est-ce que ces échanges aujourd'hui sont porteurs d'espoir pour des investissements sérieux et crédibles dans le secteur minier en Guinée? Ok. Oui, avant de revenir à cette question, je vais revenir sur un dernier point, sur la teneur. Vous savez, notre code minier assujettit la taxe à l'extraction autour d'une teneur de 40%. Et ça, c'est écrit dans le code. Et cette fois-ci, l'index prévu par la formule place en tout cas la teneur au niveau de 50%. Donc vous voyez, il y a un peu de décalage entre la teneur prévue pour la taxe à l'extraction prévue dans le code minier et la teneur qui va être appliquée au niveau de la formule. Donc ça, c'est une deuxième difficulté. Et c'est quoi la conséquence d'une telle La conséquence, c'est des pénalités. Vous savez, CBG d'ailleurs, Kemoko Touré l'expliquait, quand vous arrivez sur un marché et que votre bauxite ne répond pas aux conditions des paramètres physico-chimiques, vous subissez des pénalités, soit sur le taux de teneur en silice, ou en tout cas vous subissez des primes si vous avez un taux d'alumine élevé, parce que c'est la séparation entre la silice et l'alumine qui est le procédé industriel le plus compliqué. Et donc au niveau de la rencontre avec le PM, on sent il y a une tension très forte ces dernières années avec toutes ces décisions. Il y a une inquiétude au niveau des miniers sur les vraies ambitions, les vraies politiques du gouvernement en matière de réforme. Et donc, elles ont exprimé ces inquiétudes au gouvernement. Et il y a déjà aussi un manque de confiance, on va le dire comme ça, entre l'actuel ministre des Mines et les miniers. Et les miniers, compte tenu du discours un peu quand même caustique de ce dernier au cours de ses différentes visites. Donc il fait les choses un peu à l'emporte-pièce. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas l'interlocuteur souhaité actuellement des acteurs miniers? Je pense qu'il y a une volonté de reprise en main à la fois par le CNRD, mais aussi de la primature de la question minière. D'abord, par la nomination de Bachir Camara comme secrétaire général, qui est monsieur venu quand même de la primature, qui est désormais le secrétaire général du ministère des Mines. Et le Premier ministre veut rassurer quand même les miniers sur la volonté du gouvernement. Mais est-ce que c'est cela la solution, puisqu'on nous dit que celui qui était là, Savané, qui est désormais directeur de cabinet à la primature, était en situation, en tout cas entretenait des relations très tendues déjà avec Magasuba. Est-ce que un autre secrétaire général, quelque expert qu'il soit, pourrait ne pas avoir le même problème avec le ministre? Je pense que c'est une sorte de reprise en main de la situation au niveau du ministère des Mines par la primature. C'est ce qui a entraîné la nomination de Bachir Camara, mais aussi peut-être apporter une autre expertise venue de l'extérieur, parce que Bachir Camara, vous savez, c'est un industriel venu de l'étranger, qui n'est pas souvent dans ce vieux schéma de l'administration minière, peut-être pour essayer de régler cette tension qui existait entre le ministre et ses cadres, à travers notamment Savané. Donc c'est une reprise en main de la primature, mais je pense que dans les jours qui suivent, comme prévu, le Premier ministre va rencontrer individuellement les sociétés minières pour écouter les problèmes au cas par cas. Ou plutôt le ministre des Mines, parce que c'est le ministre des Mines va rencontrer les entreprises minières pour écouter les problèmes au cas par cas, parce que toutes les entreprises n'ont pas les mêmes problèmes en Guinée. Et donc je crois qu'il faut écouter les entreprises au cas par cas pour discuter d'un certain nombre de problèmes, notamment cette question de prix de référence qui risque d'être vraiment un goulet d'étranglement. Mais puisque vous avez déjà dit que Magasuba, on a vu ses sorties très caustiques, est-ce que c'est l'interlocuteur aujourd'hui devant les acteurs du secteur minier, notamment pour prendre en compte les préoccupations aussi du gouvernement? Les critiques ont été formulées contre ce ministre depuis sa nomination, je pense, mais la venue de Bachir Camara, je pense que c'est aussi pour faciliter ce dialogue avec les entreprises minières. Je pense que c'était déjà prévu pour faciliter cette discussion. Oui, Yarey. Ma question se focalise sur le respect du contenu local et son application. Qu'en est-il? Est-ce que du 5 septembre à aujourd'hui, il y a eu la donne a changé? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu de l'amélioration ou pas? Puisque nous avons vu qu'à la rencontre entre le président de la transition et les acteurs du secteur minier, que le président s'est beaucoup plus focalisé sur notamment le respect de ce contenu local. Oui, vous savez, le contenu local, c'est un terme économique, mais aussi technique, mais qui a pris une coloration très politique en Guinée. Les chefs en ont fait un outil de campagne. Notamment à travers ces dans les zones minières. Le contenu local
locale, c'est une politique pour permettre à l'économie locale d'avoir une connexion avec l'activité minière. C'est une sorte d'intégration de l'économie à l'activité minière. Et donc c'est pourquoi on encourage les entreprises, mais premièrement, à faire recours d'abord aux sociétés locales. Si elles ne disposent pas de compétences, à les accompagner. Vous avez vu l'expérience de Aloufer. Lorsque Aloufer faisait des achats de riz ou de légumes dans la zone de Boufa, elle accompagnait des coopératives de femmes. Absolument. Pour développer leurs capacités et après acheter ces produits avec ces femmes. Donc c'était une façon de participer au ruissellement de l'activité minière vers l'économie locale. Ensuite, il y a la question de l'emploi. Et là, cette situation a entraîné des tensions à Sikiri parce qu'on a fait croire aux gens quand on dit contenu local, ça veut dire que ce sont les fils d'une préfecture qui doivent être en priorité employés. Or, ce que dit le code minier, ce sont d'abord des Guinéens. Il n'y a pas de discrimination entre Guinéens en termes de préfecture. Et donc, c'est tellement été galvaudé à tel point qu'aujourd'hui, on n'a pas une signification très précise au niveau des communautés sur ce qu'est le contenu local. Et donc, moi, je pense qu'il faut d'abord redynamiser le service de ce contenu local au niveau du ministère des Mines pour le rendre apte d'abord à développer des capacités au niveau des coopératives dans ces zones minières. Parce qu'il ne sert à rien de parler de contenu local si on n'a pas les structures capables de participer à cette économie minière au plan local. Docteur Totia, je vais rester dans le même sujet. Pour parler cette fois-ci de la question de compensation et des ristournes versées aux collectivités locales, de Boké à Mandiana en passant par Sigirin Kiriwani, il y a souvent des contestations. Les populations ne se reconnaissent pas. Elles disent souvent que les collectivités locales font même basse, notamment sur les ristournes qui sont versées aux collectivités locales par les sociétés minières. Aujourd'hui, quel est le mécanisme de transparence en matière de gestion qu'il faut mettre en place pour que les montants qui sont orientés vers les populations locales puissent être utilisés en bon escient? Bon, juste une petite rectification, je suis encore doctorant parce que je risque de me faire taxer 10 ans. Mais j'espère soutenir bientôt. Bien, alors. Au niveau local, vous savez, il y a ce qu'on appelle la taxe superficielle. Et la taxe superficielle, c'est que lorsqu'une entreprise minière détient une concession dans une zone, au kilomètre carré, elle paie un montant qui est versé intégralement à la commune minière où elle est implantée. Ce chiffre à combien? Ça dépend en fait du titre détenu par l'entreprise. Si c'est un permis de recherche, si c'est une concession minière ou si c'est un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle. Je crois qu'on peut se retrouver avec des montants autour de $50 au kilomètre carré. Pour les concessions minières. Je pense qu'Akoumba peut me rectifier si je ne me trompe pas à ce niveau. Donc, c'est de l'argent qui est versé. Mais en fait, on s'est rendu compte ces dernières années, ce montant n'est pas appliqué. Parce qu'on s'est rendu une fois à Sigrini, où le maire nous disait que c'est 5 000 francs au kilomètre carré. Qui est versé, 5 000 francs guinéens au kilomètre carré qui est versé à sa commune. Donc, une commune peut se retrouver avec 500 000 francs par an comme taxe superficielle versée par une entreprise minière. Et donc, même au niveau de ces collectivités, on n'a pas une transparence claire sur la gestion aussi de ces montants. Ça, c'est notre problème Parce aussi. qu'il y a un arrêté qui fixe les taxes superficielles, et selon leur statut. Allez-y. Voilà. Donc, le deuxième problème que vous soulevez, c'est au niveau des compensations. C'est que chaque entreprise minière en Guinée a sa propre politique de compensation. Lorsque une entreprise impacte un terrain qui vous appartient, elle recrute un cabinet qui vient évaluer d'abord, pas la valeur vénale du terrain, mais les plantes qui sont sur le terrain. Si c'est un champ de riz, on essaie d'évaluer la valeur commerciale du champ. Si c'est des manguiers, si c'est des avocatiers, on essaie d'évaluer la valeur. Voilà. Et puis, on attribue un montant à ce citoyen qu'on le lui remet pour une seule fois, alors que ce terrain est en production tous les ans. Et donc, ce qui fait que vous avez vu dans la zone de Boké, des citoyens sont retrouvés avec des montants énormes et qui ont parfois perturbé leurs conditions de vie parce qu'ils se sont sentis riches du jour au lendemain et en une année après, ils sont redevenus pauvres mais sans terre. Absolument. Sans terre. Et donc, c'est un vrai problème dans cette zone. Et on a vu des citoyens qui se sont retrouvés avec 1 milliard de francs guinéens dans la zone de Boké. Donc, aujourd'hui, on est en train au niveau du gouvernement, il y a un référentiel en matière de compensation des projets qui est en train d'être mis en œuvre. C'est ce référentiel maintenant qui va servir de cadre juridique pour toutes les sociétés minières. D'abord dans le calcul de la matrice de compensation et ensuite dans la façon de procéder à cette compensation des communautés. Mais il faut rappeler quand même, les premières sociétés implantées en Guinée n'ont pas procédé à la compensation. Les compensations ont commencé avec la SMB à partir de 2015 dans la zone de Boké. Alors, deux questions.
Il nous reste pratiquement 4 minutes. C'est la question de forte pression, pression fiscale exercée sur ces sociétés implantées en Guinée. Est-ce qu'on peut dire que cela s'est accentué depuis l'arrivée du CNRD qui veut maximiser les revenus, les revenus donc de l'État, parce qu'ils se disent qu'on ne gagne pas assez sur ces sociétés minières. Deuxièmement, avant même le coup d'État, on a des économistes qui disaient qu'il y avait des déperditions en termes de recettes engrangées sur le secteur minier jusqu'à hauteur de 300 millions de dollars qu'on perdait, qui n'allaient pas dans les caisses de l'État. Est-ce que vous, en parlant de visibilité, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous pensez que le CNRD n'arrive pas aussi à gérer cette partie-là, cette déperdition des recettes minières? Oui, c'est vrai quand même. Depuis le 5 septembre, on est plus dans une logique de captation de la rente que dans une logique de réforme structurelle de la gouvernance minière. Je vais vous donner un exemple. Quand vous partez à l'intérieur du pays, le ministère des Mines est complètement absent. Vous partez à Gawal chez Akumba, le directeur préfectoral des Mines, il a son bureau quelque part dans un petit centre de prestations informatiques. Donc, ça, tu m'as dit qu'il n'a jamais vu le code minier. C'est grave. C'est une révélation. Donc, oui, je confirme. Le directeur m'a dit qu'il n'a jamais vu le code minier. L'essentiel des cadres du ministère des Mines sont concentrés à Conakry. Et à l'intérieur du pays, le ministère des Mines est complètement absent. Ça, c'est un défi. Donc aujourd'hui, on a l'impression que la gente est plus dans cette logique de captation d'énormément de ressources, ce qui n'est pas mauvais en soi à travers toutes ces mesures prises. Mais il y a un autre problème qui est là aujourd'hui. C'est que quand vous regardez les déclarations de paiement, prenez toutes les entreprises minières réunies en Guinée, elles peuvent par exemple déclarer autour de 500 millions de dollars de paiement au niveau des différentes régies. On en a près de 14 qui reçoivent quand même des paiements des entreprises minières. Mais sauf que lorsque vous partez au niveau du TOF, c'est-à-dire le tableau des opérations financières de l'État, c'est la moitié de ce montant qui est déclaré, que vous trouvez. Donc environ 250 millions. Oui, en fait, vous avez, par exemple pour 2020, et ça c'est dans les rapports UTIE, vous voyez un écart, et c'est mentionné un écart de près de 200 millions de dollars. Pour le moment, on n'a aucune explication pourquoi cette différence entre les mêmes chiffres déclarés par les entreprises et les mêmes chiffres déclarés au niveau du TOF. Et vous pensez que le CNRD, en près d'un an, n'arrive pas à maîtriser cette déperdition-là, selon ce que vous savez comme information? Donc le rapport ne couvre pas la gouvernance du CNRD. Oui, évidemment. Donc il couvre l'autre gouvernance, les années précédentes. D'accord. Non, c'est juste pour ne pas qu'on mette cela au compte du CNRD. Oui, mais cela peut être possible quand donc c'est un défi en fait, cet assainissement de l'administration fiscale et de l'administration minière. C'est un défi énorme, moi je pense, parce qu'on a là des ressources en perdition qu'on pourrait récupérer, augmenter aujourd'hui ensuite les revenus de la Guinée. Mais aussi il faut s'attaquer à ce problème structurel dans tous les pays du monde. L'activité minière n'est pas une activité qui peut rapporter seulement en termes de taxes et de revenus. C'est une activité qui participe à la transformation d'autres secteurs économiques qui peuvent aussi générer des revenus. Je pense que c'est ce volet qu'on a souvent oublié en Guinée, en s'apaisantant uniquement sur la rente elle-même, en captant des ressources, alors que les mines participent d'abord au développement d'autres potentialités, d'autres activités génératrices de revenus. Plus qu'une minute avant de terminer, peut-être globalement, d'un point de vue général, qu'est-ce qu'il faut attendre après cette rencontre dont on a parlé tout à l'heure, peut-être qui rectifierait le tir de part et d'autre, du côté du gouvernement, mais aussi des acteurs miniers? Qu'est-ce qu'il faut attendre justement de ce projet de Simandou dans les mois à venir? Pour le projet de Simandou, on a beaucoup d'hésitation de la Chine à débourser à nouveau de l'argent après ce qui s'est passé, d'après toutes les informations qu'on a reçues. La Chine quand même devient très hésitante. Au niveau de la rencontre entre le ministre des Mines et les opérateurs miniers, nous pensons qu'il y aura plus en plus un désamorçage de la tension, parce que le gouvernement dépend aujourd'hui à près de 26% des recettes minières. Donc je ne pense pas qu'on partirait vraiment à une rupture entre l'État et ses entreprises minières quand même. Bien. Voilà donc Monsieur Totia qui partageait donc son expérience, son expertise, sa vision, sa lecture sur la marche du secteur des mines sous le CNRD. On aura eu d'autres occasions pour développer d'autres angles avec lui. Merci d'être passé. Merci à toute l'équipe ici en studio et derrière la baie vitrée. Vous retrouverez encore demain l'équipe avec Aboubakar Diallo aux manettes. Félicitations une fois encore à Arissatou qui fait le baptême du bébé Mirador, comme le dit Aboubakar aujourd'hui même. On se retrouve très bientôt d'ici là. Prenez soin de vous. Au revoir.
Vous avez suivi la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.